Bras de fer entre la FEC et le gouvernement. Accord avec le FMI, financement d'1,5 milliard de dollars. Accord de coopération gagnant-gagnant avec le Rwanda. Paiement par le FPI de ses frais de mission. 500 voitures pour l'Assemblée nationale. Prêt ou don? Face à face spécial, ce mercredi 30 juin, je reçois Marcelin Bilomba, conseiller principal du président de la République. Bras de fer entre la FEC et le gouvernement. Accord FMI, on parle d'un plan d'1,5 milliard de dollars. Accord de coopération gagnant-gagnant avec le Rwanda. Paiement par le FPI des frais de mission du conseiller principal du chef de l'État, Marcelin Bilomba. Face à face aujourd'hui avec vous, justement, monsieur Marcelin Bilomba, bonjour. Bonjour Christian. J'ai envie de commencer par ce dernier point. Comment est-ce que vous expliquez que le fonds de promotion de l'industrie, certes entreprise de l'État, paye les frais de mission d'un conseiller du président? Le FPI, c'est un compte spécial. On en a une dizaine dans le pays. Et si on devait suivre la logique, tous les comptes spéciaux devaient être arrimés au compte général du Trésor. Mais ce n'est pas le cas. On laisse chaque compte spécial être géré par le directeur général de la structure. Donc, ce n'est pas étonnant qu'un officiel comme moi, je puisse voyager pris en charge par FPI. Mais il y a une explication en dessous de tout ça. Si on ne vous le dit pas, vous ne le saurez pas. Mais il y a une explication plausible. Laquelle d'explication? Quand on sait que la présidence de la République a un budget et que dans ces budgets figure ce genre de voyage, faire endosser des voyages des conseils du président par une entreprise publique, on a vu ça dans le passé, ça a même été la source de nombreux scandales. Quelle est l'explication que vous pouvez, vous, aujourd'hui, nous donner à cela? Avant d'entrer en profondeur, prendre de l'argent à la présidence de la République pour un voyage et parallèlement se faire payer à FPI, ça c'est un détournement de fonds. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Contrairement à ce que, je dirais, les amateurs qui ont, je dirais, exhibé sur la place publique, dans l'idée où ils pensaient que j'ai pris l'argent à la présidence de la République et que parallèlement, je me fais payer par le FPI. Mais ce n'est pas le cas. Si ça devait être le cas, je te regarde dans les yeux, Christian Lusakweno. Demain, je démissionne. Je suis allé 4 fois en Égypte. Pourquoi à la charge du FPI? Je te réponds. Le président de la République a mis en place un programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Et il a choisi comme véhicule de développement un compte spécial qui est FPI. FPI, je t'ai choisi comme véhicule de développement pour implémenter mes projets dans ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est du nouveau, on a créé par une décision du directeur des cabinets intérimaires Kolongele, une décision mixte où il y a les délégués de la présidence, il y a 10 personnes de FPI et 2 personnes du ministère de l'Industrie. Et c'est là où nous avons réfléchi sur base des propositions des FPI et nous avons effectué 4 voyages. Nous avons effectué 4 voyages en Égypte pour négocier avec le partenaire égyptien. Et nous étions choisis 3 conseillers principaux au vu de notre expertise. Il y avait l'expertise d'un ingénieur. Évidemment, on est dans les projets de capital physique, les infrastructures. On a choisi un juriste. Il y avait conseillère principale en charge des affaires juridiques. Et évidemment, les conseillers principaux en charge de l'économie et finances, parce qu'il s'agissait d'un montage financier. Nous avons effectué effectivement des voyages à charge de FPI
parce que le projet n'était pas pris en charge par le président de la République ni par son cabinet, mais par un compte spécial qu'on appelle FPI, qui est un compte du Trésor, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça que vous avez vu dans la presse, dans les réseaux sociaux, les montants de 11 900 000 francs congolais, ça représente 5 600 ou 700 dollars américains pour 10 à 12 jours de séjour en Égypte, et on a fait ça 4 fois. Et là où il y a une confusion dans la tête des gens, et je peux comprendre, au 4e voyage, nous sommes allés pour finaliser avec FPI et accueillir les chefs de l'État. Après une semaine de séjour en Égypte, le président est venu avec son équipe. Et là, ils sont venus aux frais de la présidence. Mais nous étions des experts qu'on nous a en fait mis dans la commission mixte. Et c'est ça qui explique pourquoi je suis payé. Et ça s'explique et c'est clair. Par le FPI. Par le FPI. Le FPI peut prendre ainsi le lead d'accords à conclure par le gouvernement, oui, au nom du gouvernement. Effectivement, c'est pourquoi il fallait que le FPI soit accompagné par la plus haute institution de l'État pour légitimer ce que FPI avait fait devant les partenaires étrangers. Et nous avons suivi toutes ces réunions pendant une année. C'est pourquoi j'ai dit on a fait 4 voyages en Égypte. Ce n'était pas du tourisme. Je ne connais pas les Caire parce que quand on vient à l'hôtel, on y travaille, on y passe des jours et nuits. On n'a même pas le temps de faire du tourisme, à part peut-être de profiter voir les pyramides. Le ministère de l'Industrie, puisque vous parlez de l'industrie, le FPI relève de l'industrie. Vous avez parlé de grosses infrastructures. Le ministère des Infrastructures n'a pas été associé à ces négociations ? Bon, on était dans une phase où l'on devait identifier les projets et mon collègue des infrastructures a les compétences de pouvoir, je dirais, donner un point de vue sur un projet. Mais n'oublions pas, FPI avait très bien fait son travail en ayant identifié une société, un conseil d'ingénieurs pour nous accompagner dans des discussions avec des partenaires égyptiens. Donc il y avait non seulement mon collègue conseiller principal David Moukeba, mais il y avait une firme de la Yougoslavie, si je ne me trompe pas, qui ont l'habitude de travailler ici, ils ont tous les matériels, qui nous ont accompagnés tout le long durant ces 4 voyages en Égypte pour ficeler et faire des études au millimètre près afin de déterminer les coûts des projets. C'est comme ça que nous sommes arrivés à fixer les 411 millions de dollars américains. 4 infrastructures à 411 millions de dollars. Pour lesquels accord a été conclu avec l'Égypte. Exactement. Entre le président Sisi d'Égypte et le président Tshisekedi. Exactement. Sans que le gouvernement congolais ne soit associé. Bon, la plus haute institution de l'État, c'est le chef de l'État qui était là. Et qui peut être au-dessus des chefs de l'État pour valider ce qui a été fait en Égypte, si ce n'est lui. 411 millions de dollars pour 4 projets. Quels sont ces projets ? Nous avons la route qui va relier Mbujimayi à Kananga, 186 km à péage. Péage ? À péage. Mais c'est sur la RN1, c'est comme, le reste de la RN1. On va appliquer le péage pour assurer les retours à l'investissement. Comme parce que de ce côté-là de la RN1, entre Kinshasa et Kikwit, jusqu'à Bachamba et même au-delà de Chikapa, il n'y a pas le péage. Vous n'allez appliquer le péage que sur ce tronçon Mbujimayi-Kananga. Parce qu'aujourd'hui, pour faire Mbujimayi-Kananga, vous y passez 24 heures pour faire 186 km. Comme auparavant pour aller de Kinshasa à Mbanza-Ngungu. Mais quand on aura fait cette route-là, on peut relier Kananga à Mbujimayi en moins de 2 heures. Donc ce serait un changement drastique. Mais sauf qu'il y a un coût. Nous allons investir, mais il faut un retour à l'investissement. Et le retour à l'investissement sera assuré
par le péage. Alors, on voit le péage sur la RN1 en direction de Mwanda, que les frais sont, on va dire, c'est du BOT. Est-ce que dans le cadre de cet accord avec le FPI, de cet accord FPI avec les Égyptiens, ce sera aussi une firme qui construit, qui exploite et qui va transférer, ou ce sera directement le gouvernement qui prend un crédit, vous avez parlé de 411 millions de dollars à la Frexim Bank, qui construit et qui gère? Bon, le modèle économique que nous avons développé avec FPI consisterait, ce n'est pas les BOT, mais ce serait plutôt de construire avec les entreprises égyptiennes qui vont laisser une marge de 30 à 40% à la sous-traitance congolaise pour qu'ils puissent aussi entrer dans le marché. Et une fois que les ouvrages terminés, l'ingéniosité de notre modèle économique, c'est d'ouvrir le capital au privé congolais. Vous et moi, nous pouvons acheter des actions et devenir actionnaires du tronçon de la route qui relie Mbujimayi à Kananga, de sorte que les retombées positives financières de la meilleure exploitation de ce tronçon à péage reviendraient aux Congolais dans une économie mixte où, dans un premier temps, FPI va acheter 40% d'actions et laisserait 60% aux Congolais privés. Au bout de 3 ans, et constater que la gestion est saine et bonne, FPI va se retirer en vendant ses actions et les Congolais seront propriétaires de la route, vous et moi, comme ça se fait en France et ailleurs en Allemagne. Aucun actionnariat égyptien? Pardon? Aucune possibilité d'actionnariat égyptien? C'est des Congolais. 411 000 dollars, c'est pour la route. Quel autre gros projet? Quels sont les 3 autres projets? Ça, c'est les plus gros projets. Alors, le projet moyen, c'est le port de Domba, qui permettrait de faire une connectivité entre Kinshasa et les Grands Kasaï par la voie maritime. Et une fois que la marchandise arrive à Domba, Domba est à 30 km de la RN1. Et on va aussi faire cette route-là en plus de 186 km, mais qui ne sera pas à péage. Alors, évidemment, quand on arrive à Domba, ça veut dire qu'on permet l'évacuation des marchandises pour aller à Kananga. Parce que Kananga étant enclavé aussi, ils ont du mal à avoir les produits pétroliers. C'est difficile parce qu'ils dépendaient de l'Angola, de la route Kalamba-Mbouji, qui est plus ou moins de 200 km pour arriver en Angola. Cette route est impraticable. Donc, les 186 km, ça va vraiment aider de relier Mbujimayi à Kananga sur les produits manufacturés qui viendront de Kinshasa, et ça permettrait d'évacuer des produits agricoles de la zone du Grand Kasaï vers Kinshasa. Le troisième grand projet... sur le deuxième grand projet, pas de BOT non plus. Pas de BOT. Exploitation FPI 40%, exactement le même modèle que le reste. Le même modèle. 40% FPI. 40% FPI, juste pour réguler la situation. Les Congolais qui viendront, je dirais, acheter des actions, eh bien, ils seront autour de FPI. Au bout de quelques années, FPI va se retirer et laisser les Congolais entre eux gérer les ouvrages. Troisième projet. Le troisième projet, c'est la centrale photovoltaïque de Chipuka pour produire 10 MW. 10 MW, Chipuka c'est environ 30 km de Mbujimayi. Et donner 10 MW, et autour de Chipuka, on va faire une zone industrielle. Ça permettrait aux habitants de Mbujimayi d'avoir des industries manufacturières parce qu'on aura une zone industrielle de 200... en tout cas, je peux me tromper des chiffres, mais en tout cas, c'est une zone assez large. Ça permettrait que des industries manufacturières s'installent puisqu'il y aura les 10 MW qu'il faut consommer. C'est ça l'idée. C'est 10 MW, cette centrale, dont la gestion sera assurée par la SNES, je suppose. Bon, là, cette fois-là, on est quand même dans un secteur qui aujourd'hui est également libéralisé.
Les transports et la production, en principe, ça revient à la SNEL, mais la commercialisation et la distribution, c'est tout à fait ouvert. Mais il y aura une concession entre la SNEL, parce que là, on est dans la production par rapport à ces projets de Chipuka. Le quatrième grand projet, il n'y a pas d'eau potable en Mbuji-Mayi. Et nous allons produire au centre de traitement d'eau potable de Lukelenge 60 000 mètres cubes d'eau par jour. C'est pour donner de l'eau potable aux habitants de Mbuji-Mayi. La gestion à la Régie des eaux. En collaboration avec la Régie des eaux. 60%, 40% FPI. Pour ces deux cas, barrage et distribution d'eau, pas de participation des Congolais. Bon, les Congolais vont y participer dans le sens où je sais que pour les courants, on a libéralisé, mais pour la distribution d'eau, j'avoue que je n'ai pas vraiment des éléments mis à jour, mais l'idée serait d'introduire les privés qui vont amener des capitaux. Une fois que l'ouvrage est déjà fait, on vous dit, achetez une action qui coûte autant, vous devenez actionnaire. Si vous en achetez 50, 100, 1000, ben, vous êtes un grand actionnaire. Au conseil des actionnaires, vous y participez. Même les petits actionnaires y participent pour voir comment leurs intérêts sont gérés. De quel Congolais actionnaire, quels sont le Congolais type que vous aimeriez avoir dans toutes ces actions comme actionnaire? Je parle de Congolais moyens, par exemple, de la classe moyenne. Le Congolais moyen peut être actionnaire, peut payer des actions. Il faudrait que les gens entrent dans l'idée de l'épargne. Acheter des actions, c'est une façon d'épargner. Plutôt que de laisser l'argent dans un compte bancaire, vous achetez des actions sur une activité productrice et qui rapporte des intérêts. Je pense que cette logique-là est bien pour que l'esprit de l'épargne puisse nous imprégner. Et c'est de cette manière, à mon avis, qu'on donnerait des moyens à des banques commerciales de pouvoir travailler. En attendant que ce soit des Congolais, et non pas des sociétés, hein. Vous avez bien dit le Congolais moyen. Non, même les sociétés, c'est des personnes morales. Ok, personnes morales et physiques. En attendant que cet actionnariat se structure, quel sera l'actionnariat de ces différents projets? L'idée serait d'avoir un comité de gestion avec un conseil d'administration qui serait, à mon avis, assez représentatif pour avoir les grands actionnaires au conseil ainsi que les délégués des petits actionnaires pour que personne ne soit laissé sur carreau. Monsieur Marcelin Bilomba, je rappelle que vous êtes le conseiller principal du président de la République en matière économique. Donc, FPI finançant voyage de conseil du président de la République, pour vous, cela ne vous dérange pas, cela ne vous gêne pas? Ça ne me gêne pas. J'ai fait 4 voyages. Contrairement à ceux qui circulent dans les réseaux sociaux, c'est un chèque. Ça veut dire que celui qui a volé le document n'a pas pu voler les 3 autres documents. Mais moi, je vous donne l'information. J'ai voyagé 4 fois. 4 fois $5 500? Oui. Et pourquoi ça me gênerait? Vous voyagez dans le monde. N'eût-il pas été plus simple que ce soit la présidence qui... Non, pas du tout. Ce n'est pas un projet de la présidence. La présidence ne produit pas de l'argent. FPI produit l'argent. Et nous avons utilisé un collatéral. C'est la TPI, la taxe pour la promotion de l'industrie, comme collatéral pour montrer qu'au Congo, on sait collecter, que FPI a la capacité de pouvoir collecter des taxes. Donc, aujourd'hui, on peut lever des fonds. J'ai toujours dit, M. Christian, vous vous souvenez, que ce qui nous manquait, c'est l'ingéniosité d'accéder au financement innovant. Mais c'est ça les financements innovants. C'est ça les financements innovants. Personne ne vous donnera du crédit si vous n'avez pas une garantie. La garantie, elle peut être la TPI. La garantie, ça peut être l'asset, c'est-à-dire qu'un actif. Quelle est la garantie sur ces 411 millions de dollars? La TPI. La TPI. La TPI. Et c'est pourquoi aussi, hier, j'étais invité à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Ils m'ont invité. Je ne me suis pas fait inviter. Et ils voulaient avoir mon avis sur la TPI. Et devant les honorables députés de l'ECOFIN, je me suis expliqué, je suis retourné encore aujourd'hui. Donc c'est pour dire que notre pays doit faire un effort pour accéder au financement innovant,
On ne peut pas développer notre pays avec les trésors publics. Le niveau est encore bas. Mais ces niveaux, nous pouvons les rehausser quand on aura fini de nettoyer au Karcher les antivaleurs qui encore essayent de résister. Et ces pays n'auront pas besoin d'accéder au financement innovant si aujourd'hui nous faisons un effort pour rehausser les niveaux des trésors publics. 411 millions de dollars, 4 grands projets. Ils verront le jour, ils seront palpables quand ? À quand la fin de ces grands travaux ? C'est pourquoi je m'acharne pour, je dirais, préserver les intérêts, les acquis. Et je m'acharne qu'on ne jette pas l'opprobre à FPI pendant ces temps. Ça nous mettrait en danger. Qu'on ne jette pas l'opprobre. L'IGF est en train de scruter. On parle de demande de la présidence de la République de geler certaines actions dans certaines entreprises. La FPI ne serait pas concernée. Vous ne voudriez pas qu'on touche à la FPI pendant ce temps-là ? Je n'ai pas dit ça. FPI a fait son travail. Moi, j'ai fait un travail avec FPI. Non, IGF a fait son travail. Mais moi, je fais un travail avec FPI pendant une année sur le projet Grand Kasaï. Le reste, je ne connais pas. Vous venez de dire, je ne voudrais pas qu'on déstabilise ou qu'on touche au FPI pendant cette période-ci. Pendant cette période-ci, pour une raison claire et nette. Je suis politique. On a travaillé 1 an durant pour lever les 411 millions de dollars. S'il y a d'autres problèmes que IGF a à régler avec FPI, on peut le faire correctement sans mettre en danger la probabilité certaine de pouvoir commencer les travaux dans les Grands Kasaï. C'est ça mon souci. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'Afreximbank donne l'argent, les Égyptiens commencent à construire, que la FPI soit menacée ou pas, tant que la FPI, entreprise publique, que les dirigeants actuels de la FPI soient menacés ou pas, tant que la FPI continue à lever la TPI, qu'est-ce que cela dérangerait que l'IGF fasse son travail ? Parce que l'information qui est donnée, c'est pour montrer qu'il y a des yo-yo chez FPI et que le management de FPI n'est pas bon et que si on continue ainsi, on dilapide les fonds de l'État. Et si une telle information devait arriver dans les oreilles de ceux qui vont nous financer, ça nous mettrait en mal de pouvoir commencer les projets des Kasaï. Mais si la gestion a été mauvaise à la FPI, on devrait donc... On doit réprimer cela. Mais vous dites que ça ne serait pas bien... Non, moi je parle des projets Grand Kasaï. Oui, vous parlez des projets Grand Kasaï, mais par ricochet du FPI, parce que c'est le FPI qui... Par moment, il faut être opportuniste. Je suis politique. Des fois, il vaut mieux retarder les choses plutôt que de chercher à faire de bons procès et vous éclabousser les tout. Moi, ce que je veux, je ne dis pas qu'il faut protéger les mâles. Je dis que maintenant, le peuple dans les Grands Kasaï souffre, a besoin de ces projets. Je veux voir le début de ces projets et par la suite, s'il y a des choses à reprocher au DG Kitebi, il va répondre. Mais pour l'instant, de ce que moi je sais sur les 4 projets, pendant une année nous avons travaillé avec les Égyptiens, je n'ai rien à reprocher au DG Kitebi parce que j'étais présent. Donc, sursis, messieurs de l'IGF, sursis au PDG de Kitebi et au managériat FPI pendant le temps que ce projet se met en place et voit le jour. Je le dirais autrement. IGF a fait son travail. Ça, c'est très bien. Mais nous devrions gérer la situation au cas par cas selon la société. Si nous laissons les faire en vrac par des politiciens que nous connaissons, ils vont y amener leurs frères et sœurs, les Mwanankasi, pour remplacer les différents DG. Oui, et c'est ce que je ne veux pas. Oui, mais là, on parle de justice. S'il y a eu une délicatesse, l'IGF donne ça à la justice, pas aux politiciens. La justice fait son travail, sauf pour le FPI, parce qu'il ne faut pas déranger ce projet. Non. Je dis qu'on doit traiter au cas par cas. Au cas par cas pour des faits similaires. Non. Si à la FPI, on constate des faits, on constate des autres faits dans une autre société, dans l'autre société d'État, on sévit, à la FPI, on suspend. Est-ce que vous avez les rapports de l'IGF ? Non. Alors,
Mais j'ai la communication de la présidence de la République ou du gouvernement qui dit il faut geler toutes ces sociétés, la gestion de ces sociétés et à la limite prendre des dispositions contre ces indélicats. Bon, très bien. Admettons, c'est le cas. Mais ils sont 3, 4, 5 sociétés. Mais pourquoi on ne parle que des FPI? Non, on parle de FPI parce que vous avez parlé de FPI. Non, on parle de FPI parce que FPI fait mal. Non, on parle de FPI aujourd'hui parce que vous avez dit que vous ne voudriez pas, que vous ne souhaiteriez pas que pendant cette période, la FPI soit perturbée, le temps de mettre à jour, le temps de terminer ce projet. C'est légitime. C'est tout à fait légitime parce que le peuple Kassaï a besoin de voir ces projets commencer. Ça, c'est beaucoup plus légitime que de régler des comptes à des gens qui ont des montants à devoir à FPI, qui ont pris des crédits et qui ont cru que nous étions encore à l'époque où on ne remboursait pas des crédits. Ce n'est pas de qu'on parle. Là, on parle de... Non. C'est pas de qu'on parle. Là, on parle de la gestion de la FPI, pas de ceux qui doivent à la FPI. On est en politique. Il n'y a pas... Non, là, on est plutôt sur le plan de la justice. La justice doit faire son travail. De la justice. Le président Tshisekedi l'a dit d'ailleurs avant d'être élu. Quelle que soit la chose qui soit reprochée à qui que ce soit, il faut que la justice passe. Tout à fait. FPI, donc, revenons au premier sujet énuméré, ou commençons à développer le premier sujet énuméré. Bras de fer FEC gouvernement. Le gouvernement dit la monnaie était stable. Je ne comprends pas, alors que les prix sont fixes, pourquoi certains prix ont augmenté. Il demande aux entrepreneurs, aux investisseurs de rabaisser les prix. Est-ce que l'économie le permet? Oui. La démarche menée par le ministère de l'économie est tout à fait louable, tout à fait juste. J'en sais quelque chose. Au sortir d'une réunion avec les ministres et les pétroliers, le ministre de l'économie est parti en Namibie pour, je dirais, identifier tous les grands fournisseurs de produits surgelés. Il ressort de cette tournée qu'effectivement, il y a une possibilité, tenant compte des valeurs CIF Matadi, Kasumbalesa, et en payant la douane et en appliquant des marges bénéficiaires de l'ordre de 30%, on peut baisser les prix. Mais malheureusement, il y a encore des opérateurs économiques qui résistent au sein de leur corporation qui est la FEC. C'est normal, mais je dis, c'est ça les négociations. Pour vous, ça va se terminer comment? Par la négociation, ils vont baisser ou par la négociation, le gouvernement va accepter une légère hausse? Non, je pense que nous allons chuter. On ne fait pas des bras de fer inutiles avec le gouvernement. Si nous pouvons prouver combien vous achetez les poissons Saint-Charles en Namibie, nous savons combien ça coûte le fret, nous savons combien ça coûte les frais de douane. Pourquoi est-ce que vous appliquerez une marge de 100% alors que c'est autorisé d'aller entre 30 et 35%? Ils en sont arrivés à des marges de 100%? C'est un exemple que je dis comme ça, mais si le ministre de l'économie a fait la proposition, c'est au vu des éléments qu'il a pu recueillir qu'il n'est pas question de vendre plus cher les poissons Saint-Charles, sachant que ça vient de la Namibie ici à côté, et on connaît les prix. Vous pensez que cela va se terminer à l'avantage du gouvernement? Non, ça va se terminer à l'avantage de tous les partenaires, les opérateurs économiques qui vendent, membres de la FEC, la population qui achète, parce qu'ils veulent acheter à un bon prix, donc c'est à l'avantage de tout le monde. Les opérateurs économiques, ils ont raison de pouvoir, je dirais, se ranger au sein de la corporation. Le gouvernement est là pour réguler. La population est là, comme consommateur, ne peut pas acheter plus cher qu'il ne devait acheter. Donc c'est normal. Ils achètent au prix du marché. Certains vous diront, laissez le marché fixer son prix. Non, il y a eu trop de laisser aller à l'époque. Aujourd'hui, il est temps de réguler, que l'État soit présent. Je ne vous apprendrai pas qu'à l'époque, certains ministres véreux se faisaient payer pour que les opérateurs économiques se sentent libres de fixer des prix des choses comme ils entendent parce qu'ils avaient des politiciens dans leur poche. Mais ce n'est plus le cas.
Ce n'est plus le cas. C'est ça qui fait l'objet des discussions. Le FMI et son plan d'1,5 milliard de dollars, ce sera pour investir cet argent ou placer cet argent principalement où? Il y a deux choses. Cette semaine qui va commencer peut-être dans 2 jours, là, nous devrions conclure un programme formel. Le FMI et la RD Congo. Ce programme était rompu depuis 2012. Et que la reprise de ce programme augure en tout cas, je dirais, des jours meilleurs. On aura 2 choses. La première chose, 1,5 milliard de dollars allocation d'ETS en une fois, sans contrepartie. Ça, c'est sur les 50 milliards qu'on donne à l'Afrique. Voilà. Mais on peut négocier plus si d'autres pays renoncent à cela pour aider ceux qui en auraient besoin. Oh, ça, c'est ça. Voilà. L'Afrique pourra... Voilà. C'est ce qui a été conclu à Paris. Mais pour l'instant, c'est 1,5 milliard, sans contrepartie. Et il sera plus intelligent d'affecter environ 60% de ces montants pour, je dirais, appuyer la balance des paiements, nos réserves de change. Et ça donnerait de la valeur à notre franc congolais. Et les 40% autres, nous pouvons les orienter vers des projets industrialisants et, je dirais, porteurs de croissance économique qui pourront être rentabilisés assez facilement. C'est à nous de faire ce choix-là. On ne nous impose pas, mais il est clair que nous n'allons pas utiliser ça dans des secteurs où ce serait budgétivore et puis ce serait difficile de retirer quelque chose en contrepartie. Le Congo en est capable quand on sait que la Banque mondiale a dit récemment à Paris au président de la République qu'il y avait 2-3 milliards de fonds déjà alloués à la République démocratique du Congo qui traînaient dans les tiroirs. Oui, parce que nous sommes très lents, l'administration est lourde pour pouvoir monter des projets pour lever des fonds. Mais dans les 1,5 milliard, on nous donne. Ça, c'est autre chose. Mais dans ce que vous dites, nous ne sommes pas capables de ficeler des projets bien définis pour pouvoir lever des fonds. C'est une faiblesse. Oui, mais les 40% dont vous parlez, ça vous a dit, les 40% du milliard et demi dont vous parlez pour financer des projets innovants, ce seraient des projets qu'on aurait à monter. Oui. Vous qui dites ou reconnaissez que nous avons des difficultés de ce côté-là. Bon, disons qu'on nous aura déjà donné de l'argent. C'est facile de les utiliser. Mais quand on vous demande de faire un projet et respecter les normes et les procédures pour pouvoir obtenir des fonds, ça c'est autre chose. Mais là, on aura déjà obtenu les 1,5 milliard. Sauf que dans la manière d'allouer, on peut dire 60%. Ça va améliorer la balance des paiements et les 40%, on les affecte. On a quand même un tiroir où il y a beaucoup de projets. Nous avons le plan national stratégique de développement. Nous avons notamment le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Nous avons commencé dans les Grands Kasaï. On peut prendre ces montants-là, on affecte ça dans les grands équateurs pour baliser le fleuve et puis interconnecter les territoires. Et mettre ça des routes à péage, il y a des poissons. Donc les projets existent. Les projets existent. La deuxième chose, on obtiendrait 1,5 milliard en dette au taux concessionnel. Donc des taux de l'ordre de 0,75%. Des taux d'intérêt. Mais on les obtiendrait en 6 fois. Et chaque fois, ce serait 250 millions de dollars américains après avoir passé des revues. C'est-à-dire qu'ils viendront constater que ce qu'on s'était convenu, nous l'avons réalisé et ils vont décaisser 250 000. Vérifier que la gestion s'est bien passée. Exactement. Exactement. Et puis l'autre avantage, c'est quoi? Une fois que nous reprenons les programmes formels avec les FMI, les autres bailleurs viendront. La confiance sera rétablie. Ça sera rétabli. Les investisseurs viendront parce que nous serions fréquentables. Si nous réussissons à passer toutes ces revues. Exactement. Accord de coopération gagnant-gagnant avec le Rwanda. Certains diront dans l'opinion publique, le Rwanda ne produit pas de coltan. Pourquoi est-ce qu'on le fait avec eux? Le Rwanda ne produit pas telle et telle chose. Et pire, le Congo produit des denrées, des choses listées dans cet accord qu'il pourrait
lui-même organiser sur son territoire. Pourquoi cet accord ? Pour faire comme ce que demandait le président français Sarkozy quand il s'est adressé devant le Parlement réuni en congrès, partager les richesses du Congo ? Je vais être honnête avec vous. Je vais vraiment être honnête avec vous. Je n'étais pas associé au projet Rwanda. Je n'aurais pas grand-chose à dire. Mais par contre, ça ne me gêne pas parce que le Rwanda, c'est un voisin naturel. Et ils vont demeurer toujours le voisin naturel. Alors, un voisin naturel qui n'a pas les coltons, un voisin naturel qui n'a pas l'or, mais un voisin qui a une organisation. Pourquoi ne pas ouvrir le marché pour transacter avec ses voisins ? Parce que beaucoup de nos compatriotes transactent avec le Rwanda, qui est le pays voisin. Pourquoi ne pas plutôt organiser ces exploitations chez nous ? La guerre qu'on nous a imposée depuis de nombreuses années serait la guerre de l'exploitation commune par certains pays des richesses du Congo. Ceux qui nous faisaient la guerre hier ont donc gagné aujourd'hui le droit d'exploiter comme nous les richesses congolaises. Je disais qu'en toute honnêteté, je n'étais pas impliqué dans le projet, mais j'essaie de comprendre. Il y a des pesanteurs sur le plan politique qui valent plus que la conception sur le plan économique. Ça peut se comprendre s'il faut le calme, éradiquer, je dirais, le conflit, l'insécurité dans l'Est, pour que le Rwanda étant proche de chez nous, plutôt que je suis en train de réfléchir à haute voix, d'exploiter certaines de nos ressources, mais ça ne dit pas qu'on les donne au Rwanda, c'est un partenariat. On aura peut-être à avoir un avantage comparatif, peut-être parce qu'il y a l'énergie facilement au Rwanda, on exploiterait certaines ressources de sorte qu'on déterminerait la répartition des parts. Donc le Rwanda gagnerait l'accès à nos ressources, nous gagnerions la protection des pays voisins et l'assurance qu'il n'y aura plus de guerre et qu'on pourra profiter de leurs expertises pour exploiter nos richesses. N'ayant pas été impliqués dans la réflexion par rapport à ces partenariats, vous me poserez la question sur l'Égypte, je sais répondre, mais sur ces cas-là, j'essaie de comprendre que deux fois, il est mieux de faire les arrangements qui pourront assurer une certaine sécurité plutôt que de mettre en premier l'intérêt économique. C'est ce que je peux peut-être voir comme intérêt par rapport à cela et je ne vois rien de mal. L'avantage comparatif, peut-être que l'environnement s'apprête à développer ce genre de projet au Rwanda. Je n'ai pas fait d'analyse là-dessus. Mais les gens qui l'ont fait, je pense qu'ils ont réfléchi par rapport à ça. Le mieux est que si aujourd'hui nous avons la sécurité, la paix dans l'Est, ça vaut plus que les intérêts qu'on peut tirer dans l'affaire qu'on a traitée avec les Rwandais sur le sol rwandais. On ne peut pas terminer cette émission sans parler des 500 voitures de l'Assemblée nationale. Alors on parle d'un don du président de l'Assemblée, du président de la République. Le président de l'Assemblée nationale parle ensuite d'un crédit, mais des sons fuités. De quoi s'agit-il au juste, vous, à la présidence de la République, qui ne s'est pas exprimé depuis le début de cette affaire? De quoi s'agit-il exactement? C'est la présidence qui donne? C'est l'Assemblée nationale qui prête? Ou c'est Huawei qui envoie des voitures, parce qu'il y a eu un communiqué diffusé le 16 mai dernier qui offre des voitures aux Congolais pour que la marque Hyundai devienne aussi célèbre en RDC que les autres marques telles que Toyota? C'est que moi je sais, depuis la nuit des temps, tous les députés sénateurs qui bénéficient de véhicules, ils bénéficient de facilités de paiement. C'est-à-dire qu'on fait un montage pour qu'ils accèdent à des véhicules à crédit et qu'ils vont payer et que s'ils n'arrivent pas à terminer le paiement à crédit, on va retenir sur l'indemnité de sortie pour qu'on puisse solder la dette. Je le dis avec force parce que mon jeune frère a fait ce montage-là. Il a eu en son temps Kengo, président du Sénat. C'est mon frère qui a livré tous les véhicules aux sénateurs. Monsieur Alpha Bilomba. Et ce montage-là, c'est moi qui l'ai fait.
Mais aujourd'hui, de quoi s'agit-il? D'un C'est la même montage? chose. Il s'agit d'un montage. C'est la même chose, c'est le même montage. C'est la même chose. La République n'a pas les moyens aujourd'hui de se permettre d'acheter 500 véhicules donnés aux députés. C'est l'accès au financement innovant. C'est là où peut-être nous, les Congolais, nous ne comprenons pas. Nous pensons que tout doit s'acheter cash. Comment est-ce qu'on peut acheter une maison cash? Non. À quand les investissements innovants dans l'agriculture? Certains diront 500 voitures, c'est 1000 tracteurs ou 1000 ambulances. À quand ces investissements innovants dans des secteurs qui touchent plus la population? Parce que la polémique qu'a ouverte cette affaire de 500 voitures est beaucoup revenue sur ce fait. Oui, je comprends. Je pourrais dire une chose, que ce que vous dites est vrai. Je suis d'accord qu'avec ce que nous venons de vivre tout récemment, la Covid-19 depuis mars de l'année passée, je commence à comprendre une chose, qu'aujourd'hui, il est important de privilégier l'espérance de vie la plus longue possible à nos concitoyens, plutôt que de parler croissance économique. Et pour avoir une espérance de vie longue, ça nécessite d'être en bonne santé et bien se nourrir. Donc ce sont ces secteurs-là où l'on doit investir davantage pour permettre, je dirais, des conditions de vie meilleures à nos semblables. Il faut bien se nourrir, il faut bien, accéder aux soins de santé pour espérer avoir une espérance de vie assez longue. Je conçois ce que vous dites là est vrai et j'appuie, c'est tout le travail que nous faisons au niveau de la présidence pour accompagner les chefs auprès du gouvernement, des différents sectoriels, de par les ministres, qui puissent mener de bonnes politiques, effectivement, pour changer la donne, que aujourd'hui l'agriculture, un pays comme le nôtre, devait produire suffisamment de produits agricoles, les transformer, c'est-à-dire des industries manufacturières de transformation pour qu'on ne puisse plus importer de la nourriture.